qui indique... This meeting is being recorded. Voilà, on est enregistré. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, ils pourront assister à la séance. Donc, dans la quadrature du poireau, on trouve aussi des chiffres. Et sur ces chiffres, on trouve que sur 100 euros que l'on dépense en produits alimentaires, c'est moins de 7 euros pour le producteur. C'est un chiffre de 2019. En préparant cette soirée avec Marie-Dominique Tattard de la Caisse des écoles du 20e, nous pointions du doigt que sur le prix d'un repas à la cantine, beaucoup de personnes ne comprennent pas les véritables coûts et que de 13 centimes à 7 euros payés, il reste à la collectivité un complément à verser pour atteindre un prix global moyen. Vente directe, vente à l'intérieur, supermarché, achat en gros, loi Egalim. Et ben, comment comprendre et savoir si l'on fait le bon achat? Comment savoir si nous payons le vrai prix de notre alimentation? Et comment savoir quand on paie, qui est-ce qu'on est en train de payer? Donc, pour en parler ce soir, il y a, comme je vous le disais, Mélanie Théodore, Anne Deslay pour les CIVAM. Je vous laisserai présenter vos structures. Marie-Dominique Tattard et Leslie Elfer pour la Caisse des écoles du 20e. Donc, voilà, Mélanie et Anne, allez-y pour présenter les CIVAM. Déjà, pour commencer, je vous laisse quelques minutes. Eh ben, ça marche. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Mélanie Théodore. Je suis salariée au réseau CIVAM national et je suis coordinatrice sur les questions d'accès à l'alimentation durable pour tous. Le réseau CIVAM, c'est une structure de développement agricole et rural qui est née dans les années 50. C'est un mouvement d'éducation populaire qui accompagne des groupes d'agriculteurs et de ruraux à conduire une réflexion sur la transformation des systèmes agricoles durables et plus largement l'alimentation. Donc, on se retrouve sur des thématiques comme les systèmes de production économique autonome, l'alimentation durable et solidaire, l'installation et la transmission des femmes dans le milieu rural et en agriculture, ou encore l'accueil à la ferme. Voilà, moi je suis au réseau national, il y a 130 groupes locaux qui représentent 10 000 adhérents. Et du coup, Anne, je te laisse illustrer peut-être plus concrètement le travail d'un groupe local. On t'aide pas. Il faut que tu mettes ton micro, Anne. Non, non. C'est vrai, j'avais coupé pour pas faire de bruit parasite. C'est bon. Du coup, je disais que donc moi je suis Anne de Salais, je suis maraîchère dans le Sud Finistère à côté de Quimper. Depuis 5 ans, je suis entrée dans le CIVAM du Finistère, donc un des groupes locaux départementaux de ce vaste réseau national. Et j'en suis devenue la coprésidente il n'y a pas très longtemps. Nous, on travaille tout à fait sur les thématiques que Mélanie a listées. Après, chaque CIVAM local va avoir ses thématiques un peu de prédilection. Certains CIVAM en France sont un peu plus techniques, entre guillemets. Nous, il se trouve que dans le Finistère, ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'accès à l'alimentation, puisque dès les années 70, il y a un groupe de travail qui s'est monté dans un quartier populaire de Brest, où a émergé avec un centre social, un groupement d'achat, donc par et pour les habitants de ce quartier, et en lien avec les producteurs et productrices qui sont aux alentours de Brest et qui étaient motivés pour participer à ce groupement d'achat. Donc ça fait maintenant très longtemps que ça dure. On continue toujours à travailler sur l'accès à l'alimentation, via notamment une étude à laquelle on a participé, qu'on vous expliquera un petit peu plus tard, une étude en collaboration avec le Secours catholique. Nous, la particularité peut-être de notre CIVAM en Finistère, c'est qu'on va énormément travailler sur l'installation et la transmission, puisque ce sont clairement des thématiques qui sont clés à nos yeux pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. La base, c'est d'avoir des fermes nombreuses, et c'est un enjeu qui est crucial en ce moment avec la disparition des paysans et des paysannes. Voilà, et on travaille aussi sur de l'accompagnement humain, voilà, aider les agriculteurs à bien vivre leur métier au jour le jour. Merci beaucoup. Et c'est un peu anecdotique, mais quand même, c'était rigolo parce qu'on a eu notre fresque de l'alimentation, quand est-ce que c'était mercredi dernier, à la MJC. Et donc, il y a
l'adhérente le CIVAM, en fait, qui est en région parisienne, Agnès, La Groffi, la maison. qui est passée livrer des œufs au milieu de la séance. Donc voilà, les CIVAM étaient présents aussi, c'était rigolo. Je vous passe la parole, Marie-Dominique et Leslie, pour pouvoir présenter d'une part la caisse de l'école et puis Leslie aussi ton activité et d'où tu travailles, etc. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie-Dominique Tata. Je suis, accrochez-vous, c'est un titre très long, chef de projet alimentation durable, transition écologique et expérimentation de la Caisse des écoles du 20e arrondissement. Je suis rattachée directement au directeur général qui est Grégory Mèche. Mon travail est précisément de sourcer et de mettre en route la stratégie de politique d'achat la plus juste pour les producteurs, la plus directe quand c'est possible et de mettre en place tous les aspects de saisonnalité absolue, de produits les plus bruts possibles, de, et de commerce équitable Nord-Nord dont on parlera tout à l'heure. Et Leslie est une de nos partenaires. Leslie, Leslie. bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Donc oui, effectivement, donc moi j'ai fait une reconversion il y a en 2015. J'ai mis 2 ans à trouver de la terre et je me suis installée du coup en 2017. Et j'ai planté 2 hectares de kiwis en janvier 2018. Un petit peu de pommes poires et quelques autres petites choses pour essayer de gagner des sous pendant les premières années. Est-ce que c'est intéressant, je pense quand même de parler de l'arboriculture ici parce que les gens ne se rendent pas compte que l'arboriculture, il faut travailler au moins 5 ans avant d'avoir les premiers fruits à vendre. Donc, on oublie trop souvent ces choses-là. Donc, il y a un portage financier pendant 5 ans à faire parce que faut travailler à plein temps pendant les 5 ans. Donc c'est quelque chose qui fait que l'arboriculture est en train de disparaître en France parce que plus personne n'est capable de faire ce genre de projet. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Le dérèglement climatique n'aide pas puisqu'il ralentit il y a toutes les difficultés qui font qu'on est obligé d'adapter des systèmes, trouver des solutions chaque année et tout ça à ses propres frais sans avoir de revenus. Donc ça, c'est particulièrement compliqué. Moi, j'en suis à ma deuxième récolte. Donc l'année dernière, j'ai eu ma première récolte. Alors, c'était toute petite récolte parce que pareil en arboriculture, l'arbre il met un certain temps avant d'arriver à avoir une production correcte. Donc les quelques premières années, c'est des petites productions et puis après on arrive à une production correcte au bout de 8 à 10 ans, on va dire. Voilà, donc petite production l'année dernière et j'ai été très contente de pouvoir travailler avec la Caisse des écoles du 20e arrondissement à plein d'égards différents. Euh, Moi, j'ai mis tout ce que j'avais dans le système de production. J'ai pas de bâtiment, j'ai rien, j'ai absolument rien d'autre. Je travaille sans tracteur, donc sans énergie fossile. Donc j'essaye de limiter au grand maximum toutes les charges et donc ça implique de travailler en flux tendu. C'est très compliqué aussi. Tout ça pour arriver à un prix de vente quand même qui soit décent, et dans lequel je répercute pas du tout les frais, parce qu'il faudrait presque que je les répercute déjà les 5 années où j'ai travaillé sans gagner. Donc on n'en est pas du tout à répercuter les frais. On essaie juste de trouver un prix décent. Donc, je crois qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, le fait de pouvoir vendre non calibré, c'est énorme. Ça fait une différence énorme. Et ça, je vais en parler parce que ça fait vraiment partie des leviers aujourd'hui. C'est quelque chose qui est un frein terrible. Alors moi, je le vois surtout au niveau de l'arboriculture et qui est une énorme déperdition de revenus pour les producteurs. Et franchement, je pense qu'on peut se passer d'avoir des choses calibrées aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose qui est complètement obsolète. Voilà, à travailler. Alors, Leslie, on a eu un bug. Tu nous Ah, entends? dommage. Oui, Ouais, moi je vous entends. très bien. Et on n'a pas eu je pense, les 30 dernières secondes. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu là? Au niveau des, voilà,
Je pense que je disais essentiellement que ce qui m'avait énormément facilité la tâche avec la caisse des écoles, c'est que j'ai pu leur vendre quelque chose avec des calibres mélangés, donc non calibrés. Et ça, c'est une dimension dans l'arboriculture qui est extrêmement coûteuse. Et si on peut se retirer ce problème du calibrage, bah déjà, il y aura une grande partie qui sera facilitée et qui pourra revenir au producteur plutôt que de partir dans quelque chose de d'assez ridicule. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on veut manger, on s'en fiche de savoir si c'est un gros fruit parfait, très beau. On veut manger. Voilà. Donc, moi, je pense que c'était ça, les 30 dernières sous. Ok. Et c'est, Absolument. et c'est en effet quelque chose de très important. Ouais. Pour poursuivre notre échange, on va commencer en posant quelques questions à Marie-Dominique. Notamment, on va revenir sur c'est quoi le prix d'un repas à la cantine Le et, prix réel, ouais, et pourquoi on fixe ce prix-là, comment il se décompose. comment il se décompose? Le prix réel, alors le prix payé à Paris, c'est une des plus belles politiques sociales qui existent. C'est une grille tarifaire unique, quel que soit l'arrondissement. On va de 13 centimes le repas à 7 euros le repas. Ça, c'est le repas facturé au panier. C'est défini sur la carte, c'est pas nous qui définissons. Par contre, le prix du repas tel que nous, on le finance, c'est actuellement 8,20 € repas servi à l'enfant. On ne parle même pas de l'encadrement. C'est-à-dire que si on inclut l'encadrement qui accompagne tous les enfants à table, les animateurs, les ATSEM, là, on est plutôt sur entre 12 € et 13 € le repas. Il fait que même quelqu'un qui paye 7 € aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus cher, et il faut aller très très bien pour payer 7 € à Paris, on n'est jamais en train de payer la totalité du repas, ne serait-ce que le repas servi dans l'assiette de l'enfant. La décomposition du coût du repas qui concerne aujourd'hui uniquement caisse des écoles, j'enlève la partie animateur, c'est entre 2,20 € et 2,80 € en coût d'envoi. Donc uniquement la matière première. Ce qui peut paraître peu, mais en fait c'est peu parce que la caisse des écoles du 20e, c'est la plus grande caisse des écoles de Paris. On sert tous les jours 13 200 enfants. On les sert depuis un seul point de livraison, ce qui est rarissime à Paris. On est à Port-des-Lilas. Ce qui veut dire qu'en fait, on massifie la commande, on massifie la livraison, et le fait qu'on ait un seul point de livraison pour nos fournisseurs, ça simplifie évidemment le travail. La logistique à Paris, c'est ce qui coûte le plus cher en fait. Le fait que nous, on ait un seul point et qu'on demande des masses de produits de 13 200, si j'achète les kiwis d'Esti, sachant qu'on les a pas calibrés, on est sur 700-800 kilos l'année dernière. Ouais, 640. Un petit peu. Oui, c'est ça. Sur un service de poisson frais ou de viande, on est sur une tonne de viande tous les jours. Sur des pois chiches, des lentilles, heureusement, on a 2 repas végétariens. On consomme beaucoup de pois chiches et lentilles, local de préférence, bio, et on fait pareil, entre 900 kilos et une tonne de pour chaque service. Qu'on cuisine, on assemble, pour que chaque école, on sert 66 offices, donc 66 sites sur lesquels il y a du personnel, notre personnel, et 80 établissements publics uniquement qui vont de la maternelle au collège. Le reste, c'est-à-dire la différence entre 2,20 €, 2,80 € et 8 € sortis du repas sur le plateau de l'enfant, c'est toute la logistique et tout le personnel qui est sur place dans chaque office pour présenter les repas, les réchauffer, les remettre pour les entrées, les mettre dans les radiers, les assaisonner quand c'est nécessaire, etc.
Ce qui veut dire qu'on n'est jamais à un prix tel qu'un parent le paye. Et c'est notre fierté, c'est que peu importe les revenus des parents, ils reçoivent exactement la même chose dans l'assiette. Aujourd'hui, on est à 59% de produits bio, 92% de produits dits Egalim, donc c'est la loi qui nous prévaut chez nous. La loi Egalim, elle intègre tous les produits de qualité, que ce soit le label rouge. Nous, on a très peu de ce qu'on appelle CE2, puisqu'il est intégré pas, qui sont des normes mises en place par l'État français ou par la communauté européenne pour essayer de qualifier certains produits qui seraient de qualité et qui ne le sont pas vraiment. Donc bio, label rouge, poisson, pêche durable, et puis commerce équitable, essentiellement Nord-Nord. Et donc, ça nous emmène sur cette autre question, parce que moi, c'est quelque chose qui qui m'a surpris, en tout cas dont on parle peu quand on a préparé ce webinaire. Donc, de parler du commerce équitable Nord-Nord, où finalement, dans nos esprits, ça serait comme une évidence que le commerce équitable, c'est pas avec le Nord, c'est fait pour faire des liens, pour montrer nos bonnes pratiques avec l'étranger. Mais donc, vous parlez de commerce équitable Nord-Nord, et du coup, j'aimerais bien que tu puisses nous faire un petit peu la genèse de pourquoi utiliser ces termes-là. Est-ce que c'est aussi un combat politique et comment ça se met en place pour vous à la Caisse des écoles? Alors, le commerce équitable Nord-Nord, en fait, il a été accepté en 2014 par la loi d'économie sociale et solidaire, qui a accepté l'idée qu'on pouvait et qu'on devait même revenir à des relations équitables et de les certifier, ces relations équitables, ou de tenter de les certifier, comme on le certifie pour le commerce équitable Nord-Sud, plus classiquement connu, les Fairtrade, tout ce que vous connaissez, Max Havelaar, on va les citer tous. Et pour nous, c'est un combat et une évidence parce qu'on sait que la juste rémunération du producteur n'existe pas aujourd'hui, n'est pas qualifiée, est difficilement qualifiable pour des gens comme nous qui sommes au bout de la chaîne. Pour nous, pour n'importe quel restaurateur et quasiment pour n'importe quel consommateur finalement. C'est-à-dire, soit on achète en direct au producteur et on peut estimer que le producteur, au prix qui lui semble à lui le plus juste, qui prend en compte l'ensemble de ses dépenses, de ses charges, de la valeur de son travail, mais compte tenu de la multiplicité des intervenants dans une chaîne, et a fortiori dans des chaînes comme les nôtres, la valeur, le prix rémunérateur au producteur, il est complètement perdu. Et on n'a jamais la garantie que le prix payé au producteur est celui que le producteur estime être celui qu'il vaut ou que vaut son produit. Donc, avec Leslie, ça ne se pose pas de difficulté, on travaille en direct. Avec Coop Bio Île-de-France, qui est une coopérative donc, qui fait la commercialisation des produits et qui transforme une partie des produits de producteurs bio en Île-de-France, la question a priori ne se pose pas, même si on reviendra peut-être rapidement sur l'histoire du calibre, parce que cette année, pour la première fois, je vais prendre 6 centimes d'augmentation de mes pommes par Coop Bio, donc qui est l'émanation commerciale des producteurs bio d'Île-de-France. Il n'y a pas de transformation pour une pomme. C'est pas pour une compote, c'est pour rien. 6 centimes que je vais payer moi en plus, et qu'on va évidemment pas faire payer aux enfants, vous ne verrez pas dans votre facture, eh ben, il est simplement que un certain nombre d'autres caisses des écoles, d'autres systèmes du même type que le nôtre, qui nourrissent des enfants en Île-de-France, exigent le calibre. Ils veulent avoir la même pomme pour tous les enfants qu'ils servent. Et donc, ces 6 centimes, ils n'iront pas dans la poche des producteurs. Ils vont dans la poche d'un agréeur qui, lui, dont le métier est de faire mesurer les pommes et calibrer les pommes et mettre les petites pommes, les grosses pommes, les moyennes pommes, etc. Plus écarter toutes celles qui ne sont pas vendables.
C'est-à-dire qu'il y en a plein qu'on n'a pas le droit de vendre. Un grossiste ne me vend pas, si je lui demande un calibre en dessous du calibre officiel, officiellement, il ne peut pas me le vendre. Voilà. Donc, je vais payer cette année 6 centimes de plus pour une pomme qui sera, voilà. Moi, nous, on ne demande pas, surtout pas de calibre, parce qu'on estime, on a mis enfin en place à la caisse des écoles, on appelle ça petit pain grand pain, on a des petits mangeurs, des moyens mangeurs, des gros mangeurs. Et donc, ben, l'ensemble de ces enfants vont, voilà, chaque enfant ne mange pas la même chose, n'a pas la même faim à un instant T, n'a pas le même goût pour un fruit ou pour un autre fruit. Et donc, on permet à tous les 6 centimes sur combien pour avoir une idée. Les 6 centimes, c'est quoi le prix? Actuellement, cette année, je crois que pour la portion de pomme, donc une pomme, je crois que je dois être à 40 centimes. Pour avoir une idée. Et donc, il y a une pomme certifiée. Alors oui, là, elle l'est parce que le COP Bio Île-de-France a mis en place et a fait une certification qui est celle de Bio Équitable, qui permet de certifier que les prix qu'ils proposent rémunèrent bien les producteurs en amont. Les pommes écartées, elles vont servir à autre chose. En Île-de-France, actuellement, elles ne servent à rien du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas achetées. Ah bah, elles sont peut-être achetées, mais par des circuits très très longs, je pense. Parce qu'il n'y a pas de système pour l'instant en Île-de-France qui permette de transformer les pommes en autre chose que des pommes. Ouais, non, c'est partout au jus, hein, et encore. Hein? C'est partout au jus et encore. Ouais, voilà. Si c'est trop petit, ça part pas au jus, mais voilà, il y a le jus, on n'en tire rien, hein. Faut déjà même évaluer si le transport est pas plus cher que ce qu'on en retire. Donc c'est perdu. Faut C'est perdu. estimer que c'est perdu. Du coup, ça fait une bonne transition, Leslie, pour enchaîner, puis on reviendra Absolument. sur la question de la caisse des écoles, pour que vous puissiez nous dire un petit peu ce qu'on n'a jamais le droit d'évoquer clairement quand on est producteur, comment vous fixez vos prix. Ici, ça nous intéresse de savoir et justement pour plus avoir à le discuter. Alors avec plaisir, mais en fait, l'arboriculture fait que ça va être compliqué pour vous, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Avec un maraîcher, c'est plus simple parce qu'il a ses charges de l'année, ce qu'il a produit, il peut diviser, il peut faire un calcul. Moi, comme je vous disais, ça fait donc depuis janvier 2018 que j'ai planté. J'ai commencé à récupérer un petit peu de fruits en 2023. Voilà, donc autant vous dire que si je devais répercuter mes charges, personne ne m'achèterait mes kiwis. Donc là, en fait, si vous voulez, moi, je cumule des charges. Ça se prévoit, l'arboriculture, finalement, ça se prévoit comme un vrai business qui a un cycle de croissance très long, qu'il faut financer en avant, en anticipation. Sauf que là, en plus, vous avez des risques inimaginables en permanence, particulièrement depuis 2018, où en dehors de cette année, moi, j'ai des sécheresses terribles de 6 mois où je vois pas une goutte de pluie. J'ai dû adapter mon système, faire de la recherche et développement toute seule. Ça me coûte finalement chaque année beaucoup plus que ce que je devais avoir. Et puis ma production est moindre. Voilà. En plus, cette année, voilà, toute la pluie qu'on a eue, bah, pendant en pleine floraison, la floraison qui dure pas très longtemps, bah, vous avez plein de pluie, bah, la fleur, au lieu de durer 5 jours, elle dure 2 jours. Mauvaise pollinisation, pas beaucoup de fruits. Enfin, donc, il faut articuler tout ça dans un contexte de dérèglement climatique brutal. Et ça, je pense que la crise agricole ne dit pas ce malaise, c'est qu'en fait, de plus en plus, on se rend compte que c'est très compliqué de produire et comment on va produire. Il y a un stress énorme, je pense, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais voilà, parce que on est des professionnels et on n'ose pas avouer qu'en fait, on commence à avoir vraiment des doutes sur la capacité à produire, en fait. Donc voilà. Donc moi, malheureusement, mon prix, il est corrélé à rien, puisque pour l'instant, je n'ai que des charges depuis 6 ans. Donc j'essaye juste de faire un prix qui est acceptable par rapport au marché. Voilà, c'est comme ça que je me positionne pour pouvoir démarrer. Sinon, personne ne m'achètera mes kiwis, même si je suis la seule à en produire en Île-de-France. Voilà, aujourd'hui, je me suis positionnée sur quelque chose qui me semble acceptable. Mais encore une fois, si chaque année, il y a des événements climatiques qui font qu'au lieu que ma production augmente, bah, elle stagne,
ce sera de plus en plus compliqué. Donc voilà, mon prix de revient, j'ai juste essayé de faire quelque chose qui ne me permet pas de gagner d'argent, qui ne me permet pas de rentabiliser mes charges de l'année, mais pour démarrer et pour que ce soit acceptable, encore une fois. Alors, toute cette notion d'acceptabilité qui est compliquée à comprendre, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très loin d'un prix qui rémunère le travail. Très, 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 très loin au niveau de l'arboriculture. Voilà. Et, Encore une fois, ça se prévoit plus longtemps en avance. C'est une comment dire, une spécialité d'agriculture qui est vraiment très, très, très spécifique. Voilà. Et encore une fois, il n'y a plus personne qui s'installe en arboriculture. Les arboriculteurs disparaissent parce que vous avez aussi beaucoup de main-d'œuvre pour tout ce qui est récolte, etc. Voilà. Donc, pour le prix de revient, je peux pas vous dire quelque chose de plus satisfaisant et mathématique que ça pour l'instant. Dans quelques années, quand je pourrais peut-être faire des moyennes sur des années, ce sera peut-être plus simple à chiffrer. Mais pour l'instant, je suis pas dans, dans ce, dans ce et cas-là. donc, vous nous disiez que c'était une reconversion, du coup, Oui, l'arboriculture. oui, tout à fait. Moi, Pourquoi j'ai travaillé, en fait, je viens de l'opposé, et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de faire ça. J'ai fait de l'importation de fruits pour des grandes surfaces. Donc, je connais très bien aussi tout ce monde-là. Euh, et bah, quand je suis partie de là, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire quelque chose pour être le plus en direct possible, parce qu'on travaille avec un produit qui est du périssable, et ça c'est pareil, on ne se rend pas compte à quel point ça change la donne. C'est un marché très, très spécifique. Avec les grandes surfaces, bah, très souvent, malheureusement, quand on est dans des bonnes phases de marché, bah, le client il a tendance à attendre qu'on puisse plus tenir le produit, que le produit se dégrade, jusqu'à avoir à accepter n'importe quel prix. Donc pour moi, malheureusement, les grandes surfaces, Egalim ou pas Egalim, ce sera jamais quelque chose de possible, de vivable pour des producteurs. Et il faut que les gens, à tout prix, arrêtent d'aller acheter en grande surface. Il faut aller direct au producteur, il faut faire des AMAP, il faut faire des circuits différents. Mais ces gens-là ont des énormes coûts de fonctionnement. Ce sera toujours ça le problème. Donc moi, j'ai voulu aller en direct et effectivement, trouver des gens comme la Caisse des écoles du 20e, c'est libérateur, c'est plein d'espoir et pour moi, c'est le seul espoir de l'alimentaire. Hein. C'est des gens comme ça qui se mouillent et qui comprennent un petit peu les, les difficultés et les contraintes de nos métiers, en plus d'être périssables et du dérèglement climatique. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Et pour moi, enfin, je sais pas que je veux pas mettre plein de gens au chômage, hein, pas du tout. Mais le fait que c'est périssable, tout ce qui est légumerie, ça doit être au plus près de la vente, au plus près du client, au plus près de là où c'est utilisé, parce que c'est là où on fait le moins de gaspillage, c'est là où on peut gérer ses stocks. Et ça a tout son sens. Tout intermédiaire qui essaye de proposer des produits transformés, des choses avant, si il n'a pas son marché jusqu'au bout, ce sera du déchet et ce sera du retour qui n'ira pas au producteur. Donc pour moi, on est tellement contraint sur toute la chaîne, c'est tellement difficile et il y a tellement de plus en plus de risques dans cette chaîne qu'il faut être capable de gérer au plus près de la demande journalière, quotidienne. Voilà. Et donc voilà, les calibres, c'est quelque chose sur lequel je me bats depuis plusieurs années. Je regrette d'entendre ce que Marie-Dominique vient de dire, parce que franchement, toutes les caisses des écoles devraient sauter là-dedans pour nous aider, parce qu'effectivement, il y a des petits mangeurs, des gros mangeurs, et ce qu'on veut, c'est juste manger, c'est pas avoir un truc qui est exactement de la même taille. C'est ridicule aujourd'hui d'avoir des gens qui vont avec leur petit planche à vérifier si la pomme, elle fait ça ou si elle fait ça. C'est aberrant. On veut manger. Ça va être compliqué de manger. On veut manger. Donc, à un moment donné, toutes ces choses-là, il faut vraiment qu'on puisse passer au-delà et libérer toutes les choses qu'on peut libérer. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Bon, enfin, je suis un peu sortie ou passée à la question d'après, je sais pas. c'est très bien. Peut-être aussi pour arriver à se plonger dans la réalité des producteurs et pour le coup des productrices surtout,
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu combien de métiers vous devez faire dans la journée pour, pour vendre un fruit finalement, produire et vendre un fruit? Il y avait Alors là, ça va. Alors, bon, moi j'ai appris depuis le début que déjà il faut être capable de tout faire soi-même parce que malheureusement, euh, tout le monde exagère. Quand j'ai fait mes devis pour l'irrigation, c'était absolument inimaginable. Donc j'ai dû apprendre toute l'irrigation toute seule, recouper mes réseaux, refaire mes réseaux, quel diamètre, quel truc, comment réparer. Je fais tout seul, toute seule en irrigation, sur 2 hectares, avec des contraintes de sol très différentes, une pente. Enfin, bon, c'est toutes les complications possibles et imaginables. Il faut s'intéresser aux machines. Moi, aujourd'hui, je trouve que ce qu'il y a ne correspond plus. C'est des machines qui sont trop grandes, trop coûteuses à entretenir, à acheter. Moi, je cherche des petites choses simples. Alors, l'atelier paysan, mais ils font pas tout, l'atelier paysan. Donc, il faut se renseigner, il faut essayer d'être un peu ingénieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, en tout cas, il faut avant tout un état d'esprit de résilience incroyable parce que tout sujet vous fait aller de solution en difficulté en solution en difficulté sans arrêt. Je ne peux pas vous raconter la chaîne des choses depuis le début et tout ce que j'ai dû mettre en place pour subvenir à des problèmes. Donc ouais, faut être spécialiste d'énormément de choses. Et là encore, on n'est que sur le côté production. Alors, il se trouve que moi, le côté commercial ne me pose pas de problème parce que j'en ai fait pendant 10 ans. Mais quelqu'un qui vient pas forcément de ce monde-là, bah, faut tout apprendre. Ça prend aussi beaucoup de temps. Moi, j'ai commencé pendant ces années où mes kiwis ne produisaient pas à faire du maraîchage pour justement pouvoir tester les gens autour de moi qui me disaient, tiens, nous, on prend du local. Oui, d'accord. Ok, moi, j'ai testé. J'ai vu qu'en fait, ils prenaient du local, mais à leur prix, pas au mien. Donc, ça marche pas. Voilà. Donc, oui, faut faire du commerce, faut faire de l'ingénierie tous les jours pour se sortir de situations provoquées par des excès climatiques. Voilà, de l'irrigation, de la mécanique. Faut faire beaucoup de choses. Il faut faire beaucoup de choses. Merci. Jean-Claude, je te laisse poser ta question. Oui. Tu dis que tu avais plus de risques aujourd'hui dans votre travail. Pourquoi il y Là, a j'entends pas. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais je n'entends pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, vous disiez qu'il y a plus de risques aujourd'hui dans votre travail. Et pourquoi plus qu'avant? Eh ben, le dérèglement climatique. Il y a plus, on ne pouvait plus rien anticiper. Enfin, déjà qu'en agriculture, par essence, il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes, qui font que votre production est moindre. Là, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez ne plus avoir de production du tout. Et c'est extrêmement brutal. Moi, quand je vous dis que pendant trois des 6 années sur lesquelles j'ai été, je vous mens pas quand je vous dis que je n'ai pas eu une goutte de pluie pendant 6 mois. Vous pouvez avoir toute l'irrigation que vous voulez, et de toute façon, on n'a plus d'eau, on a des contraintes d'eau. Avant pas ce mois de février-là, mais celui d'avant, on a démarré un printemps sur un sol extrêmement sec, avec déjà des contraintes d'irrigation en eau. On n'avait pas le droit d'irriguer au mois de mars. Ça, pour les cultures, c'est un truc qu'on n'avait jamais connu avant. Démarrer sur un sol sec, c'est terrible, parce qu'en fait, les plantes, pour produire, elles ont besoin de tout le potentiel d'eau dans le sol au mois d'avril, mai. Là, elles l'ont pas. Donc, en fait, elles ont très peu produit. Il y a eu un stress. Les plantes, quand elles stressent, en tout cas en arboriculture, vous avez des conséquences sur 2 ans. Les canicules, je vous donne un autre exemple. Canicule 14 juillet 2022, 45 degrés chez moi. Le lendemain matin, j'avais quasiment la moitié du verger défolié, plus de feuilles. J'avais des arbres comme en hiver. Ben, les arbres, ils s'en sont toujours parmi. Toujours pas. Donc, les arbres, le temps qu'ils se remettent, ils font d'abord du bois et des feuilles, et puis quand ils commenceront à réaller bien, ils feront des fruits. Donc là, c'est pas 5 ans qu'il me faut sur ces arbres-là pour avoir les premiers fruits, ce sera 8 ans. Cette année, je vous ai raconté, on a une floraison. Les fleurs, elles durent très peu de temps. Des pluies torrentielles pendant la semaine de floraison. Qu'est-ce qui se passe? Bah, les fleurs, elles fanent en
24 ou 48 heures, et les pollinisateurs ne sortent pas, donc très petite pollinisation, donc pas de fruits, quasiment pas de fruits. Et les fruits qu'on a, tout petits, parce que une bonne pollinisation, où les insectes ont le temps de passer sur les pistils des fleurs, plus il y a de pollen sur les pistils, plus ça fait des gros fruits. S'ils n'ont pas le temps de rester, ben, ça fait des petits fruits. Donc, j'ai pas beaucoup de fruits et des petits fruits. Alors, vous vous rendez compte avec l'histoire du calibrage, si j'avais pas des gens comme la caisse des écoles, ben, moi, cette année, c'est mort. C'est-à-dire que j'aurais zéro de chiffre d'affaires. Là, j'aurais un petit peu, qui ne compensera pas mes charges, mais néanmoins, j'aurais un petit peu grâce à eux. Si toutes les caisses des écoles mettent la pression pour qu'on revienne à du calibrage, je plie bagage. Je plie bagage. Donc, euh, moi, j'ai fait des études à Dauphine, en finance, et le premier truc qu'on apprend, c'est le couple rendement-risque. Normalement, dans les métiers aujourd'hui, plus on prend de risques, plus on doit gagner de l'argent. Là, moi, j'ai jamais vu ça. C'est vrai que je me retrouve dans un métier où on cumule des risques de tous les côtés et on n'a pas de rendement. Il y a pas... Donc, qui on va intéresser? Qui va continuer à s'installer? Enfin voilà, c'est urgent de trouver des solutions qui apportent de l'oxygène au système. C'est urgentissime. Sinon, tout le monde va s'en aller. C'est Ben, pas tenable, en fait. merci énormément, Leslie, pour cet appel. J'espère qu'il va être entendu et bien relayé au niveau du comité citoyen. On va poursuivre les échanges en donnant la parole à Mélanie. Euh, non, pardon, je, je prenais de l'avance. En donnant la parole à Anne, qui du coup va pouvoir prendre le relais sur la question du maraîchage. Alors, je pensais aussi que tu puisses réintervenir un peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire que tu fixes tes prix et puis que tu puisses aussi nous dire qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi en termes de débouchés, quel est le temps qu'il faut consacrer à la commercialisation. Et en réalité, par rapport à ce que vient de dire Leslie, bah, sens-toi libre aussi d'intervenir et de témoigner comme tu l'entends de ta pratique. Oui, oui, merci. Peut-être je commence par la question du prix. Effectivement, comme disait Leslie, pour nous en maraîchage, il y a des méthodes assez calées déjà pour pouvoir fixer son prix en fonction de son coût de revient. Alors, il se trouve que nous, personnellement, à la ferme, ça fait 5 ans qu'on est installé, on n'a pas pris le temps de le faire. Euh, on a été à la simplicité pour s'installer. Il y a des grilles qui existent localement qui sont fournies par le GAB, donc le groupe d'agriculture biologique, puisqu'on a choisi d'être en bio, et qui nous donnent les moyennes des prix pratiqués par les producteurs de notre zone. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par ça pour se situer dans les prix classiques du marché, de notre marché local en tout cas. Après, on a prévu de faire cette formation. Il existe une formation, hein, c'est un petit travail à effectuer, se poser l'hiver de préférence quand on a du temps pour se poser devant l'ordinateur et calculer ses prix enfin, son coût de revient de chaque produit afin de définir un prix. Ce qui est la méthode qui devrait être classique en agriculture. C'est un peu l'idée c'était un peu l'idée d'Egalim 2 de revenir à ça, de construire le prix par le bas, quoi. Clairement, en filière longue, on sait que c'est pas comme ça que les choses se passent. Nous, en vente directe, on a le loisir d'avoir cette logique dans ce sens-là. Mais il faut bien se rappeler que la vente directe, l'agriculture telle que je la pratique sur des petites surfaces en vente directe, ça correspond à peanuts en fait. Si on revient aux volumes qui sont échangés chaque jour, au volume alimentaire en France, même si on est très médiatisé, nos systèmes, on est très petit en termes de représentation, en termes de volume pour pour nourrir les Français. Donc nous, on a le loisir de fixer ce prix de cette manière-là, ce que devraient avoir tous les autres agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se battre à des échelles plus importantes, notamment au CIVAM. Malgré tout, les prix que l'on fixe ne vont pas forcément nous rémunérer correctement. Alors ça dépend. Moi, j'ai des collègues qui n'hésitent pas à vraiment monter les prix, surtout ces dernières années, avec l'excuse un petit peu de l'augmentation de tous les coûts. Mais ça aboutit à des prix qui ne sont plus du tout accessibles.
Alors, quand on est un producteur qui a cette idée en tête, cette envie de malgré tout ne pas se couper de l'intégralité de la population, c'est un peu gênant. On a ici des tomates qui vraiment atteignent enfin, les tomates ne sont plus accessibles à tout le monde en fait. Donc nous, sur notre ferme, on essaye de vraiment, un petit peu comme Leslie, on reste sur une envie de rester dans un prix décent. Donc nous, on n'a pas forcément augmenté nos prix ces dernières années. Les gens nous le font remarquer. Euh, on se rend compte que la rémunération, finalement, n'est pas en lien avec effectivement le travail apporté, quoi, par rapport au temps passé sur notre ferme, à la manière dont on se prend la tête, entre guillemets, pour produire sainement, pour ne pas recourir à certaines pratiques, à certains produits, même certains pesticides naturels qui sont autorisés en bio. Nous, on fait le choix, certains, de les prohiber alors que ça nous rajoute du temps de travail et on ne le répercute pas forcément sur le prix de vente. Donc, c'est une équation très complexe pour fixer un prix qui soit rémunérateur et en même temps qui soit accessible parce qu'on y pense de plus en plus. Ces dernières années, on se rend compte que nos modèles servent à alimenter des niches finalement, des gens qui ont envie de consommer mieux mais qui le peuvent. D'où cette grande motivation pour toutes ces initiatives de caisses alimentaires, d'initiatives de SSA qui pourraient permettre au plus de monde possible de manger bien. Nous, la petite partie le petit effort que l'on fait dans ce sens sur notre ferme, ça va être qu'on va travailler avec le CCAS de notre commune ou le CCAS départemental. Donc, on leur vend des légumes. On réduit le prix. Donc, on pratique un prix de gros, c'est-à-dire 70 à 80% de notre prix classique. Donc, on fait l'effort de baisser ce prix. Et puis, du coup, c'est des aliments qui vont être proposés dans les communes aux bénéficiaires et qui remplacent les produits qui viennent de la banque alimentaire, les produits plus classiques, quoi. Mais bon, c'est une petite victoire, vraiment, c'est une petite rustine à l'échelle locale qui ne dispense pas d'essayer de faire changer les choses à grande échelle parce que ça reste anecdotique. Et je notais la question des 1000 métiers qu'on doit faire pour être agriculteur, agricultrice. Nous aussi, on l'a vécu, hein, c'est sûr qu'en maraîchage, c'est pareil, faut savoir gérer la mécanique, l'irrigation. Nous, on y a beaucoup répondu avec la réponse du réseau, en fait. Euh, je ne suis pas en 5 ans devenue mécanicienne ou pro de l'irrigation. Par contre, on a réussi à trouver des gens autour de nous qui l'étaient, eux, pros. Ça, c'est vraiment l'enjeu, je trouve, quand on s'installe, d'essayer de se faire un réseau autour de soi, de gens qui vont pouvoir être des vraies clés là-dessus, quoi. Ça peut être des clients qui deviennent des amis, qui ont telle compétence et qui nous proposent de nous aider. En campagne, ça va être de dénicher les petits papis qui connaissent les tracteurs sur le bout des doigts. Et c'est vrai qu'en fonction des zones, nous, en Finistère, c'est tout à fait possible de se faire du lien facile, du réseau dans les campagnes. Certainement, quand on s'approche des zones un peu plus urbaines ou des zones de grande culture, c'est un peu plus difficile de réseauter et de se faire aider. Donc ça, je le conçois bien. Après, sur les risques, moi, je rejoins complètement ce qu'évoquait Leslie. Nous, en Finistère, l'année dernière, on a été très durement touchés par la tempête. On se rend compte vraiment que bah, nous, on a eu la moitié de nos serres qui ont été détruites et qu'il a fallu reconstruire l'hiver dernier. On se rend compte qu'on est vraiment fragile par rapport à ces événements climatiques. Alors on se dit, si ça reste ponctuel, ça va, l'énergie, elle est toujours là, la motivation pour reconstruire, elle y est, mais si c'est tous les ans, clairement, on se demande si sur le long terme, on va avoir l'envie encore de tout refaire encore et encore, quoi. Donc ça, c'est... Après, à l'échelle de notre association, par exemple, nous au CIVAM, on essaye vraiment de réfléchir tous en groupe à comment essayer de parer au maximum en jouant à la carte de la résilience maximum sur les fermes, en essayant de multiplier les productions. Nous, en maraîchage, c'est plus ou moins faisable puisqu'on a par exemple une quarantaine de légumes sur l'année. Donc on peut en louper certains, on sait qu'on ne pourra pas tous les louper, donc généralement on a cette résilience qui se fait. Mais c'est sûr que quand on est en arboriculture, le fait de la résilience, elle est faible, quoi. Même si on fait peut-être un peu de maraîchage à côté, on n'a pas le temps pour tout faire. Donc,
C'est sûr que la réponse va être du côté de la diversification maximale pour limiter les risques. Le fait de mettre des infrastructures agroclimatiques, les haies, de réfléchir à tout ça. Donc voilà, on fait tous les efforts qu'on peut, malgré tout, le risque, il reste prégnant et de plus en plus. Voilà, qu'est-ce que j'avais envie de... Par rapport à nos prix, je repensais, nous on fait de la vente directe, on fait également un petit peu de vente en circuit un peu plus long. Enfin, ça reste de la vente directe, mais par exemple, on vend au Biocoop de Quimper, à des magasins qui sont déjà des magasins qui sont sur le schéma grande surface. On voit qu'avec certaines Biocoop, les choses évoluent. Quand on s'est installé il y a 5 ans, ils nous demandaient des produits et puis c'était nous qui fixions nos prix. D'autres Biocoop maintenant commencent à raisonner un peu différemment puisqu'ils ont des centrales d'achat où les produits arrivent en plus grosse quantité. Ce sont des fermes bio, mais beaucoup plus grosses qui donc font des économies d'échelle et tirent les prix vers le bas. Et donc, on s'entend dire des fois, bah, un tel me fait les haricots à temps, jusqu'à où tu peux descendre. Donc, nous, enfin, on est hallucinés d'entendre ces raisonnements-là de la part de chefs de rayon de Biocoop, quand même, qui étaient censés être différents de la grande surface. Donc, on a des choses qui évoluent un petit peu dans ce sens-là. Donc, des moins bonnes surprises parfois. On ne saura jamais les prix. Mm. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions précises, Bénédicte, à laquelle j'aurais pas répondu. Quelqu'un aurait une question ou on va laisser un peu Si, les prix, quels étaient ces prix, comment elle établit ces prix. Il faut qu'on sache pour que nous, pour notre caisse, il faut qu'on sache. Alors là, tu as la possibilité de donner vraiment comment tu établis les prix pour que, au niveau de la caisse, on sache combien on doit payer quoi. Voilà. Après, c'est comme si on parle de... Eh ben, comme je le disais, moi, je n'ai pas fait vraiment le travail qu'il faudrait pour fixer des prix en fonction de mes coûts de revient, mais il existe des formations, notamment au GAB, pour nous aider à fixer notre prix. On prend toutes nos charges, en fait. On prend le coût des semences, le coût des plants, le coût de l'électricité, de l'énergie. Enfin, on essaye de vraiment d'être exhaustif sur tout ce que ça va nous coûter, plus le coût du travail. Ça, c'est la petite partie la plus délicate à chiffrer. Souvent, on ne la chiffre pas d'ailleurs. C'est un petit peu là où le bas blesse. Et en définitive, ressort un prix qui sera rémunérateur pour nous. Alors, sachant qu'en maraîchage, on sait bien, nous, dans notre métier, que certains légumes ne sont pas rentables et d'autres le sont plus, beaucoup plus, par rapport au temps passé. Et du coup, c'est l'équilibre qui se fait entre tous ces ventes de légumes qui fait on va espérer pouvoir bien se rémunérer. On sait qu'on fait certains légumes, c'est pas rentable par rapport au temps passé, mais c'est des légumes, il faut les avoir sur l'étal pour fidéliser les gens. Et on sait qu'on va se rattraper, par exemple, sur des salades. Nous, on vend, je sais pas combien c'est à Paris, mais nous, on vend nos salades 1,20 €. Je pense que ça ne me coûte pas 1,20 € à produire parce que c'est assez rapide à faire. C'est une culture qu'on réussit assez facilement. Mais voilà, c'est un peu une soupape de sécurité, ces légumes, pour rémunérer d'autres qui le sont moins. Donc, j'imagine qu'il y a des grilles tarifaires que vous pouvez trouver euh, par type de légumes. Alors, bah, nous, je sais qu'on s'appuie sur les grilles tarifaires du groupe d'agriculture biologique, le GAB, du Finistère. Il y en a dans toutes les régions. Et qui nous donne les prix classiques de ce qui se pratique sur une moyenne de producteurs, quoi. On a tous des prix un petit peu différents, mais les prix qui ressortent, c'est les moyennes. Je veux savoir quelles sont ces personnes qui témoignent et la difficulté comme un peu. Ça a l'air compliqué pour elles d'assumer que ça coûte de l'argent, en fait, ce qu'elles produisent. Et qu'est-ce que ces personnes espèrent, qu'est-ce qu'elles espèrent trouver, par exemple, dans un projet comme l'autre. On y revient à la fin du webinaire, ce sera la question. On vous demandait ce que vous pouviez attendre des caisses. Donc, c'est la dernière question qu'on se posera tous ensemble, que je poserai différemment parce qu'on va plutôt leur demander qu'est-ce qu'elles peuvent attendre de vous, comité citoyen, pour transformer le quotidien des agriculteurs et des agricultrices.
Mélanie, on va du coup prendre un peu de hauteur sur la fixation des prix et donc s'intéresser davantage au travail tu reviens au travail fait au CIVAM, où il y a eu une réflexion sur la juste rémunération et la fixation des prix, avec l'écriture de la quadrature du poireau, et puis la récente étude sur les coûts cachés de l'alimentation. Et donc pour toi, mais en fait pour vous, CIVAM, quels sont les messages importants à relayer pour que l'on comprenne ce que l'on paie et pourquoi? Pourquoi vous faites tout ce travail sur justement la fixation des prix? Est-ce qu'il y a au cœur le constat qui était un peu partagé là, enfin que partageait Jean-Claude? Tu me diras si je surinterprète trop ce que tu as voulu dire, mais on entendait que finalement, bah, ça semble un peu tabou de pouvoir dire en tant qu'agriculteur, je dois payer mon travail ou je dois faire payer mon travail, comme quoi il ne devrait pas être cher. Donc du coup, c'est vrai que ça interroge quand beaucoup de personnes sont payées pour le travail qu'elles font et pas que pour un produit vendu. Donc voilà, Mélanie, éclaire-nous un peu avec tout le travail de fond que vous pouvez faire au CIVAM pour défendre cette question de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. Merci beaucoup. Et merci de nous donner la parole aussi sur un sujet qui nous est assez cher au réseau CIVAM. Ce que je vais vous présenter, c'est une réflexion qui est en train de se faire. Je vais vous présenter des travaux qu'on a déjà produits, mais voilà, c'est un cheminement continu pour nous et on a encore pas mal de perspectives de travail devant nous. Et on se rend compte, et c'est peut-être votre impression aussi, que plus on creuse cette question du prix, plus on se rend compte, moins on sait des fois ce qu'il y a derrière le prix. Donc voilà, je vais donner quelques éléments et puis on pourra rebondir éventuellement sur les contenus de ces deux études. Peut-être pourquoi déjà on a formulé cette question du prix. Alors nous, au réseau CIVAM, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur la question de la lutte contre la précarité alimentaire et de l'accès à l'alimentation. On est, je pense, un des premiers réseaux d'agriculteurs à avoir posé cette question sur la table. Et cette question du prix, elle est arrivée dans ce chantier de travail. Alors évidemment, ça pose par ailleurs sur l'accompagnement des producteurs, etc. Mais là, telle que je vais vous la présenter, elle s'est posée dans cette dynamique de travail. Et notre premier message, c'était il faut arrêter d'opposer les producteurs qu'on voudrait mieux rémunérer aux consommateurs qui ont besoin de prix bas pour pouvoir s'en sortir et avoir accès à l'alimentation. C'est tout à fait la citation de Olivier de Schutter que tu as repris. Comment on sort de cette opposition parce que nous, à force de travailler avec des publics en précarité, avec des associations qui les accompagnent, avec des associations de consommateurs, on a vraiment la conviction que finalement on est dans le même bateau et que c'est en repensant ensemble le système alimentaire qu'on va trouver des solutions pour tout le monde. Du coup, alors le premier travail là, que je vais vous présenter avec la quadrature du poireau, c'était un peu notre introduction au sujet. On a fait deux choses. Donc c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire à vide et qui a notamment donné naissance à la caisse alimentaire de Montpellier, que vous connaissez peut-être, vous vous êtes peut-être inspiré. Donc dans ce cadre-là, on est allé deux choses. Elle était posée en fait comment les acteurs ils s'en dépatouillaient sur le terrain, comment c'était abordé et notamment comment des acteurs qui viennent de l'aide alimentaire et du coup la gratuité des produits qui avaient l'habitude de fonctionner avec les systèmes de dons sont sortis de cette question de s'approvisionner sur un marché local, de devoir se retrouver à discuter des prix avec des producteurs, etc. On pourra revenir dessus, mais finalement on retrouve pas mal des choses qui ont été dites là dans les témoignages. On se rend compte que les producteurs ne fixent rarement un prix en fonction de leur charge, d'une rémunération, du travail horaire, et que beaucoup d'initiatives sont mal armées pour poser la question du prix.
et que du coup, même quand on est sur des systèmes de vente directe, on pense à produire qu'on a la main, contrairement à des filières longues, la question du prix, voilà, le prix est rarement finalement bien négocié, bien posé et bien négocié. Et là, j'ouvre une petite parenthèse sur cette question du prix. On dit souvent que l'alimentation, c'est la variable d'ajustement pour les ménages quand les budgets sont serrés. Du côté des agriculteurs, la variable d'ajustement, c'est la rémunération du travail. Et ça, c'est un constat qu'on retrouve sur cette période d'inflation, sur la période du Covid, sur ces enquêtes-là, etc. J'en étais. Oui, du coup, la deuxième chose, et c'est plutôt du coup ta question, c'est comment on prend la hauteur et comment on repose cette équation du prix pour pas la laisser juste sur voilà, laisser en vis-à-vis voilà, des consommateurs, des producteurs, comment on réintègre d'autres éléments dans cette équation, comment on réintègre là-dedans la question des aides publiques. Voilà, on nous a présenté les systèmes arboriculture et maraîchage qui sont très peu soutenus aujourd'hui par la politique agricole commune, pour citer QL, mais on verra qu'il y a beaucoup d'autres politiques publiques. Comment on prend en compte les coûts cachés de l'alimentation, comment on prend en compte l'ensemble des politiques agricoles et alimentaires, comment on complexifie la question du revenu agricole. Voilà, c'est un peu toutes ces questions qu'on a essayé de présenter de manière pédagogique pour avoir quelques premières bases de réflexion commune, notamment ce fameux 7 euros qui revient au producteur, de valeur ajoutée qui revient au producteur sur 100 euros d'achat. Voilà déjà pour la quadrature du poireau. Je ne sais pas s'il y a des questions avant d'enchaîner sur la seconde étude. Ben, enchaîne parce qu'après, du coup, on pourra reprendre toutes les questions. Ouais, là, juste. Il y a peut-être une autre chose que je voulais dire à la jonction entre les deux études, si ça ne nous emmène pas trop loin, mais on dit c'est sur le revenu des agriculteurs pour bien se redire tout ce qu'il y a derrière cette notion de revenu des agriculteurs. Quand on dit X% des agriculteurs gagnent moins que tant d'euros par mois. En fait, ça permet de montrer qu'il y a un problème de rémunération dans le monde agricole, mais ça ne permet pas de rendre compte de toute la complexité du revenu agricole. Le revenu d'un chef d'exploitation agricole, c'est difficilement comparable à un salaire mensuel d'un salarié, parce que voilà, c'est un revenu, c'est un résultat d'activité, c'est des prélèvements privés sur un résultat d'activité qui souvent se sait à la fin de l'année ce qui a été dégagé sur l'année. Et le CIVAM, on va même plus loin et on définit le revenu sous trois aspects. Le revenu direct, qui serait l'équivalent d'un salaire net d'un salarié, en gros les prélèvements privés, ce que prend l'agriculteur sur les résultats de l'entreprise pour le faire vivre lui et sa famille. Le revenu socialisé, donc ce serait l'équivalent du brut, et c'est tout ce qu'on cotise et qui finalement est du revenu différé. C'est ce à quoi on aura le droit si on tombe malade, si on est en congé maternité, si on part à la retraite, quand on partira à la retraite. Et aujourd'hui, le monde agricole est mal couvert en fait sur ces risques-là. Ce revenu socialisé, il y a sans doute des choses à penser pour le monde agricole dessus aussi. Et enfin, le troisième point, c'est le revenu capitalisé. Et ça, c'est ce qu'on immobilise dans le capital de production. Et c'est de la richesse aussi. C'est les bâtiments, les outils, les terres et les cheptels. Voilà. Et en fait, ce revenu capitalisé, il augmente. Les fermes sont de plus en plus capitalisées. C'est-à-dire qu'on va immobiliser en fait du revenu dans du matériel de production.
Et ça pose pas mal de soucis, et notamment à la transmission, parce que ça rend les fermes très très chères à racheter pour des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Or, c'est le capital retraite que va récupérer l'agriculteur. Donc, il y a une grosse question autour aussi de la capitalisation en agriculture qui n'est pas indépendante de la question du revenu. On ne peut pas juste extraire combien on gagne par mois. Voilà. On gagne peu parce qu'on remet beaucoup aussi dans l'outil de production pour plein de raisons. Merci beaucoup. Avant de passer de vous passer la parole pour vos réactions et vos questions, je vais redonner la parole dans l'ordre à Marie-Dominique, Leslie. Si, pardon. Non, c'était cool. On peut peut-être vous faire une présentation. Après, tu me dis si Oui, c'est très bien. Non. On peut peut-être vous faire une présentation à deux voix avec Anne, qui a le CIVAM du Finistère énormément travaillé sur cette étude aussi. Du coup, Anne, n'hésite pas à m'interrompre, à prendre la parole. Elle se passe un travail à deux voix. L'injuste prix, là, on a vraiment posé cette question du coût caché de l'alimentation. Et nous, on a choisi, on a travaillé avec le Secours catholique, la Fédération française des diabétiques et Solidarité paysan. Donc vraiment, dans cette optique, on arrête de poser les situations des uns et des autres, on y réfléchit ensemble. Et à partir d'un travail de chiffrage, un bureau d'études qui s'appelle le BASIC. Et on a voulu chiffrer l'argent public qui est mis aujourd'hui dans le système agricole et alimentaire. C'est une démarche qui est pas tout à fait la même que d'autres démarches qu'on peut voir sur les coûts cachés ou les externalités. Nous, on n'a pas choisi de... voilà, il y a un travail très conséquent de la FAO sur les coûts cachés. Il y a des travaux d'économistes aussi sur les externalités qui vont donner une valeur monétaire à des choses qui n'en ont pas. Combien vaut une vie humaine? Combien vaut la disparition d'une espèce? Combien, le travail de la FAO par exemple, c'est ça, combien la mauvaise santé des personnes crée de manque à gagner pour le PIB parce que pendant ce temps-là, on n'est pas productif. En fait, on met un prix sur quelque chose qui n'en a pas. Nous, on a fait du traçage de dépenses publiques aujourd'hui dans les comptes de l'État. Qu'est-ce qu'on dépense sur l'alimentation? Et du coup, on en a tiré deux chiffres. Un chiffre des dépenses qui servent à réparer les dégâts liés à notre système alimentaire, donc les dépenses de santé, les dépenses de dépollution de l'eau, par exemple, et un chiffre des dépenses de soutien. Et là, je refais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les systèmes et tous les agriculteurs sont pas soutenus pareil. Et donc, on est allé décortiquer ça. Et tout au long de la filière, parce qu'il y a des soutiens, évidemment, à l'aval aussi. Voilà, peut-être, Anne, là-dessus, je te laisse, si tu peux aller un peu plus loin sur la présentation des résultats. Oui, alors donc tu as évoqué, le paradoxe qui est mis en évidence par cette étude, qui est le fait que d'une main l'État, les pouvoirs publics, mais en majorité l'État entretient un système agroalimentaire qui n'est pas satisfaisant à plein d'égards. Et puis de l'autre main, il y a un gros portefeuille qui est mis chaque année pour réparer les dégâts qu'il occasionne. Et nous, ce qui vraiment nous est sauté aux yeux dans tous ces résultats, c'est que on n'avait pas de. Alors nous, on a mis le concept de boussole écologique et sociale. Il n'y a aucune orientation démocratique, décidée démocratiquement, qui est donnée à ces investissements publics, à ces soutiens. La majorité d'ailleurs des soutiens publics se fait sous forme d'exonération fiscale. Donc en plus, c'est assez indirect parce que nous, on pense soutien public. Enfin, moi, au début, avant de connaître l'étude, je pensais c'est les subventions que l'État met tout au long de la chaîne, donc aux agriculteurs, aux entreprises de transformation, de distribution. En fait, il y a énormément de soutien public qui est fait sous forme d'exonération fiscale. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est conditionné quasiment jamais avec des exigences de transition, qu'elles soient écologiques ou sociales. Donc il y a vraiment cette étude montre que les pouvoirs publics peuvent
absolument orienter le système agroalimentaire. Ils le soutiennent, ils le rendent, ils le supportent de manière assez importante. Que le soutien public de 48 milliards d'euros qui est mis en évidence par l'étude, il est même supérieur à la rentabilité privée de ce secteur d'activité. Donc en fait, sans le soutien public, ce secteur d'activité ne marcherait pas, ne fonctionnerait pas. Donc on peut tout à fait, moi c'est le message qui m'a paru le plus frappant dans cette étude, c'est que les politiques ne peuvent pas dire bon bah c'est la loi du marché, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, on peut absolument orienter ce système alimentaire et agricole si on en a l'ambition. Merci. Je sais pas trop. Ouais. Je vais donner les montants, parce que Vas-y. on a un peu de suspense. Du coup, c'est un chiffrage à minima, parce que c'est vraiment les coûts cachés, c'est les coûts qu'on a trouvés et un travail d'évaluation plus approfondi par la puissance publique elle-même permettrait certainement d'avoir un chiffrage plus précis. Tout ce qu'on n'a pas pu attribuer comme coût au système agricole et alimentaire, parce que ça peut subventionner d'autres acteurs, etc., on ne les a pas pris. C'est vraiment un chiffrage à minima. On est sur 48 milliards d'euros de soutien au système à tous les échelons, collectivités locales, État, Europe, avec les principaux financements du coup, sont au niveau de l'État, donc c'est pas, ça se passe à l'Europe, on n'a pas la main, et sont notamment au niveau de l'État des dépenses d'exonération sociale et fiscale, donc avec cette grosse question de dépenses aveugles et d'orientation écologique et sociale de ces dépenses-là. Et on a chiffré de l'autre côté 19 milliards de réparation des dégâts. Peu au regard sur les impacts alimentaires, la santé sur la planète, c'est ce qu'on prépare aujourd'hui. Voilà, c'est pas l'impact réel de ces dégâts, c'est ce qu'on accepte, qu'on est capable plutôt de réparer aujourd'hui. On ne dépose pas tous les pots, on potabilise l'eau, une partie de l'eau qu'on va consommer. Et du coup, je vous montre pour rebondir sur ce qui a été dit, je ne sais pas si on va bien voir, c'est un tout petit schéma, mais ça, c'est une petite ligne, c'est les dépenses de crise pour faire face du coup à tous ces aléas qu'on a cités. Et là, on voit, même de loin, je pense qu'on voit que la courbe, elle fait comme ça. Là, on est entre 2013 et 2022, et ces dépenses, elles n'arrêtent pas d'augmenter pour faire face à la crise climatique, mais aussi aux difficultés qu'on a connues avec la période d'inflation, la guerre en Ukraine, etc., le Covid également. Du coup, voilà, il y a tout ça dedans. Et moi, peut-être pour conclure, un des messages clés que je retiens aussi de cette étude, c'est que on mutualise en fait autour de notre alimentation. Ça, c'est une bonne nouvelle. On met déjà de l'argent en commun. Quelque part, en faisant une caisse alimentaire, on va en mettre encore davantage en commun. Donc, on a un levier d'action. L'alimentation n'est pas qu'une affaire privée d'entreprise privée. Et si on additionne les deux chiffres, c'est 67-68 milliards d'euros d'argent public qui sont mis sur l'alimentation. C'est finalement la capacité aussi, en influençant sur les choix de production qui sont faits sur les dynamiques économiques des acteurs, etc., ont la capacité d'orienter les 290 milliards de consommation alimentaire privée des ménages en France aujourd'hui. Le raisonnement inverse du consommateur où voilà, nous, on va orienter. Voilà, il y a aussi une capacité en agissant sur l'environnement alimentaire que tu as évoqué, je crois, Bénédicte, de rendre la transition possible pour tout le monde. Anne, tu veux ajouter quelque chose sur cette étude? Oui, un dernier point qui va dans le même sens que ce que disait Mélanie. Cette étude montre bien en fait que il faut dépasser, c'est un peu déconstruire des mythes, mais qu'il faut dépasser le poids des changements individuels en fait. Autant en direction du consommateur qui, s'il consomme mieux, et ben, va changer le monde en fait. Déjà, le rapport montre que une énorme quantité de personnes maintenant ne peut pas voter en consommant, n'est-ce pas? Et donc, on peut clairement pas faire reposer une transition sur les épaules des consommateurs.
Et de l'autre côté, c'est pareil, l'injonction qui est faite aux agriculteurs de changer de système pour entamer une transition agricole. Cette étude montre tous les verrous qui sont opposés aux acteurs, à tous les blocages qui empêchent les changements structurels. Et donc, c'est un peu rassurant, je trouve, de sortir de cette logique individuelle et de se dire que le gros du changement, il doit être structurel et il doit être piloté de manière démocratique par le plus grand nombre pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Marie-Dominique? Ouais. Oui, je vous l'ai fait circuler, c'est ce rapport-là. Voilà. Et puis, on vous enverra le lien, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on est avec certains membres devant l'écran, d'autres derrière, du comité citoyen de l'expérimentation de caisse inspirée de la SSA. Qu'est-ce que toi, Marie-Dominique, tu peux avoir à dire sur ce qu'il faut avoir en tête quand on va conventionner un produit? Je pense qu'il faut d'abord avoir en tête que il faut sortir du système industriel qu'on nous a imposé, la question classique, ce qui est le publicitaire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'un produit doit être beau, de telle forme, de telle couleur, il existe des milliards de variétés. Moi, ne serait-ce que sur les pommes, aujourd'hui, il n'y a plus de poires en Ile-de-France. Les poires, ils sont tous en train de tout arracher, mais sur les pommes, nous, les enfants, vont manger que des pommes. Voilà. Et il n'y a que des pommes en Ile-de-France, donc ils vont manger que des pommes. Sauf qu'il y a 200 variétés de pommes. Elles n'ont pas toutes le même goût, toutes la même forme, toutes la même couleur. Et voilà, et qu'on peut à un moment se contenter de. En fait, c'est quand on conventionne un produit, c'est d'oublier tous ces aspects de publicité, de marketing qui entourent ce qu'on nous assène quotidiennement et depuis pas mal d'années, pour revenir à ce qu'est un produit, ce que doit être un produit, ce qu'on en attend, c'est-à-dire qu'il soit nutritionnellement bon, a priori sain pour soi-même, pour l'eau, pour l'environnement, pour tout le reste, qu'il rémunère correctement le producteur, qu'on sache qui est celui qui l'a produit, ça c'est pour moi essentiel. Donc, plus on est proche du producteur, plus on peut tracer la production, plus on peut tracer les intermédiaires, parce qu'il peut y en avoir. Si on achète de la cocotte ou un yaourt, il y a généralement pas toujours un intermédiaire. Nous, les producteurs de yaourt, on les connaît et ils peuvent être eux-mêmes leurs propres transformateurs. Mais c'est vraiment connaître le produit et ensuite de pouvoir déterminer, il faut vraiment s'accrocher, c'est très compliqué, c'est au quotidien, à se dire qu'on va se contenter de ce qu'il y a. C'est-à-dire que je ne vais pas aller acheter de la tomate parce que c'est pas la période de la tomate. J'achèterai la patate douce, oui, parce qu'elle poussera bien en Ile-de-France, mais quand elle sera prête, pas quand on a envie. Et qu'effectivement, on va retravailler aussi des produits bruts. Et finalement, on prend beaucoup de plaisir à travailler un produit brut. Et qu'on peut continuer à être sur les réseaux sociaux, comme ça là, mais en regardant un truc qui va permettre de cuisiner un produit brut. Au lieu de regarder je ne sais quelle ânerie, voilà, j'en ai fait partie de ce métier, donc je m'en souviens bien, mais je vous assure qu'en fait, on retrouve beaucoup de sens à travers des médias, à condition de raccrocher à l'alimentation et à son quotidien. Merci. Leslie, même question. Qu'est-ce que tu veux transmettre et que le comité citoyen puisse avoir en tête dans la formation, voilà, dans le choix de leurs critères de conventionnement? Alors du coup, je mettrais, enfin, je profite de ce comité citoyen pour à la fois adresser un message aux gens qui vont avoir un impact sur les commandes des caisses, des écoles et sur les citoyens à part entière.
parce qu'il y a deux axes. Euh, donc, je pense que de tout ce que vous avez dit, effectivement, les coûts cachés qui deviennent énormes, je pense que si on se met rien que le problème de l'eau en tête, c'est le plus grave et le plus urgent. Hein, parce que là, toute l'eau qu'on consomme, quelle qu'elle soit, en bouteille, pas en bouteille, elle est polluée. Donc, aujourd'hui, le bio, pour moi, ça ne devrait plus être une question depuis très longtemps et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne prend pas de décision. C'est une volonté politique et c'est tout. Euh, donc, il y a énormément de coûts qui vont être de plus en plus importants pour dépolluer, voilà, pour la santé, pour tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, ça devrait être du bio pour tout le monde. Ça se fait. Les modèles fonctionnent, on le sait. Donc, pourquoi continuer à se poser la question? Si le gouvernement ne le fait pas, il faut que les gens du terrain le fassent. Donc, pour les caisses des écoles, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la multiplication des labels crée une multiplication de déperdition d'argent qui va pas au bon endroit parce qu'il faut les gérer. Il faut former telle personne à certifier tel truc. C'est des coûts de formation. C'est inimaginable. Moi, je me rends compte de ça depuis 5 ans. Je suis horrifiée de voir la déperdition d'argent public qui va dans les soutiens de tous ces trucs-là dans toute la chaîne. C'est absolument une gabegie honteuse. Je vous donne pas d'exemple, j'en ai plein, mais il faut en avoir conscience. Donc, multiplier les labels dans tout ce que moi, vous me parlez HVE, je sais même pas comment ça existe encore. En plus, ça ne veut rien dire. Haute valeur environnementale, c'est plein de produits de pesticides qui sont pas autorisés en bio. Qu'est-ce que fait ce label encore? Donc, si vous êtes caisse des écoles, pitié, arrêtez, soyez clairs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il y ait encore des agriculteurs et des consommateurs en bonne santé dans quelques années? Il n'y a pas le choix. Il faut faire du bio. Voilà. À quel prix? C'est ça qu'il faut voir. Comment il est financé? Comment on y arrive? Déjà, il faut arrêter de faire des frais dans tous les sens pour rien. Arrêter toute cette sphère de gens qui tournent autour, qui font des contrôles sur contrôle, certifiés. C'est juste dingue. Donc, essayons de simplifier les choses. Le seul truc qui va bien aujourd'hui pour la pérennité des productions et de la consommation et des consommateurs, c'est le bio. Voilà, donc s'il vous plaît, ne négligez jamais le bio. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça reste très valable et je l'ajoute à ce que vient de dire Marie-Dominique. Pour moi, faire des légumeries au point où ça va être consommé, au point où on sait quelles sont les commandes, quel jour, etc. Ça a tout son sens. Alors, c'est peut-être compliqué à mettre en place, ça, je connais pas cette partie-là, mais c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on évite le déchet, c'est comme ça qu'on a le moins de coûts possible. Et surtout, comme elle dit, il faut un travail fantastique en valorisation des produits. Ça me refait rebondir sur le calibrage. Arrêtons avec ces calibrages. Tout fruit qui est produit sur un arbre, tout légume qui est produit, qui soit moche. Faut arrêter aussi de demander à des gens de créer des sociétés pour commercialiser des légumes moches. C'est débile. C'est encore des gens qu'il faut payer, c'est encore des boîtes qu'il faut faire tourner, des frais administratifs, des impôts. Enfin, c'est ridicule. Donc, juste le producteur, il a des fruits ou des légumes qui sont moches, il faut qu'ils aillent de la même façon à son client. Voilà, c'est le direct. Et Marie-Dominique, il faut un travail de dingue à valoriser tous ces produits, faire des nouvelles recettes. C'est comme ça qu'on arrivera à se sortir des problèmes. Et je dirais un petit mot juste pour le citoyen. Aujourd'hui, je trouve que le système est tellement à bout de souffle, on marche tellement sur la tête, et ces contraintes de dérèglement climatique sont tellement alarmantes qu'on a vraiment besoin de tout le monde. Et je crois c'est imparable quand même dans le discours de dire aux gens, quel que soit le budget, qu'il va falloir que la proportion du budget accordé à l'alimentation, elle reprenne une position importante. Alors, on n'a pas envie d'entendre ça, on n'a pas envie d'entendre qu'il faut avoir moins d'abonnements Netflix, changer de téléphone peut-être moins souvent, peut-être pas avoir un Samsung, un iPhone ou un truc dernière génération, faut peut-être plus partir en week-end, je sais pas. Enfin, en fait, il faut revenir à des contextes de vie qui sont plus tendus que ce qu'on a connu au cours des 30-40 dernières années. C'est imparable. On peut pas continuer à dire on va tout subventionner, la sécurité sociale, le chômage, la bouffe. Enfin, c'est pas
possible en fait. Ou alors il faut se mettre à genoux devant les Amazones, devant tous ces gens-là qui seront de plus en plus nos maîtres et on n'aura plus rien à dire sur rien. Mais là, vraiment, tout le monde doit s'y mettre. Je veux dire, je vous laisse aller chercher les chiffres, mais il y a 60 ans en arrière, le budget de l'alimentation, bah, il était bien au-delà du double que ce qu'il est aujourd'hui. Il était peut-être le triple, voire le quadruple. Ça se paye en fait, et ça va être de plus en plus compliqué de produire. Donc moi, je sais pas faire de miracle. Tous les gens qui connaissent les façons de faire arriver les subventions au bon endroit, bah écoutez, super, mais il y a un truc de bon sens qui est d'aller le plus directement au producteur, de manger des produits de saison, d'acheter des pommes de terre, des trucs, des choux, des trucs qui sont peut-être pas très glamour, mais d'apprendre à les cuisiner, à les mettre en valeur, et se dire que bah oui, on va peut-être avoir moins de divertissement qu'avant, peut-être pas du tout. Mais voilà, je suis désolée, mais en fait, moi, ce qui me rend le plus folle, c'est de voir que les gens qui ont du pouvoir d'achat, bah, ils achètent pas bio et ils sont tout le temps les premiers à dire que c'est cher. Donc, il y a un vaste problème dans notre société quand même sur les moyens qu'on veut se donner pour avoir une alimentation et une agriculture qui va dans le bon sens, quoi, en fait. Merci beaucoup, Leslie. Anne, quel est le message que toi tu veux faire passer? J'ai du mal à choisir un message. Je Euh, donne. J'écoutais ce qui vient d'être dit par Leslie. Je suis d'accord sur l'aspect les gens qui ont le pouvoir d'achat. Il y a un aspect réorientation des dépenses. Après, il faut bien avoir en tête l'immense majorité, l'immense groupe de gens qui va être de plus en plus nombreux, qui est en état d'insécurité alimentaire, et même 2 millions de personnes à l'aide alimentaire maintenant. Enfin, je renvoie à tous les travaux de Bénédicte. Et toutes ces études qui nous montrent que maintenant les charges contraintes sont celles qui montent le plus, les charges d'électricité, de logement, d'énergie, et que l'alimentation, c'est une variable d'ajustement, là où le loisir dans des foyers où le loisir déjà n'est clairement plus une option. Donc, il y a une des recommandations, tout un volet des recommandations de l'étude comporte à la fin, qui est tout simplement d'aller vers améliorer l'accès à l'alimentation, et ça passe par sécuriser les revenus. Alors, c'est une ambition qui est énorme, hein, ça passe par, voilà, à améliorer les conditions d'accès au RSA. Donc, c'est complètement à rebours des priorités du moment du gouvernement, mais nous, c'est la voie qu'on porte et on l'assume. L'alimentation, elle est pas assez chère par rapport à si on voulait vraiment si on voulait vraiment honorer le revenu paysan, mais il faut que les gens puissent se le payer tout simplement. Donc faut améliorer les revenus globaux des gens. Alors c'est clairement pas une question qui peut être dans vos mains au niveau de la caisse de conventionnement. Euh, Effectivement, moi je pensais aussi à toute cette myriade de labels qui ont été créés récemment et qui surfent et qui mettent le consommateur en difficulté. HVE, je pense aussi à l'agriculture raisonnée, c'est quelque chose qui ne veut absolument rien dire puisque tous les agriculteurs sont censés raisonner ce qu'ils font en termes d'épandage de pesticides et j'espère que c'est le cas. Euh, donc c'est très très compliqué pour vous de vous positionner sur tel label plutôt qu'un autre. Euh, Moi, le conseil que je donnerais, ce serait d'essayer dans vos démarches, d'intégrer au maximum la parole paysanne. Alors, j'ai bien conscience que nous, c'est plus facile si on le fait à Brest ou à Quimper qu'à Paris. Mais dans les magasins que vous allez avoir, puisque je pense que pour vous, ce sera plutôt des conventionnements, pas directement avec des producteurs, enfin, à part à la marge, comme avec Leslie, mais ce sera plutôt, à mon avis, des magasins ou des magasins, voilà, ou des magasins de producteurs, je sais pas, essayer vraiment d'aller investiguer sur comment ces magasins construisent leur prix, quel est leur rapport avec les producteurs sur la construction du prix. Est-ce qu'ils peuvent vous permettre d'avoir des producteurs autour de la table dans vos caisses de conventionnement? Parce que vraiment, il faut essayer d'intégrer toutes les parties prenantes pour pouvoir avoir une vision claire et pouvoir choisir en conscience le mieux possible. Alors, ce sera peut-être le moins pire possible au final, mais voilà.
Je sais pas si c'est un peu brouillon ce que je dis, mais bon, voilà. C'était clair. C'était clair. Merci Anne. Mélanie? Effectivement, la question du prix de l'alimentation peut pas être posée complètement isolément de la question d'autres variables du pouvoir d'achat comme le logement par exemple qui a pris une importance énorme. Mais voilà, déjà en posant l'équation et de manière transversale sur l'alimentation, on apprend beaucoup de choses. Par rapport à la caisse et à la question du prix, peut-être ce que moi j'aurais envie de dire, mais voilà, ça peut-être pas vous avancer beaucoup, c'est que en fait, nous, tout au long du travail qu'on a fait, on a toujours gardé à l'esprit qu'il n'y a pas un juste prix d'alimentation et qu'on ne trouvera pas un juste prix d'alimentation, qu'il n'y a pas un juste prix de la carotte et c'est tant. Et on est content si c'est ce prix-là, on sait qu'on peut, on y va, c'est bon. Le prix de l'alimentation est une construction et une construction politique. Et je pense déjà que les témoignages, ils ont bien montré voilà, qu'il n'y a pas un juste prix. Si vous payez le prix que Anne ou Leslie vous dit, finalement, est-ce que c'est le juste prix au regard de tout ce elles ont expliqué sur la construction du prix au regard de tout ce on a réintégré et du poids énorme finalement de ces aides publiques dans l'orientation du système alimentaire, le poids des acteurs de l'aval sur la chaîne de valeur, etc. Donc voilà, cette question du prix, c'est une construction et quelque part avec la caisse alimentaire, vous allez participer à cette construction, ne serait-ce que parce que vous allez poser la question de est-ce que voilà, il y a une partie de notre budget alimentation qu'on retire de la sphère des dépenses privées pour le mutualiser et la mettre dans cette sphère des dépenses publiques et avoir un regard citoyen et démocratique dessus. Donc je sais que voilà, dans les pratiques de conventionnement, la question du prix n'est pas forcément ce qui arrive en premier, en tout cas sur l'expérience des caisses qu'on connaît, parce que c'est compliqué. Déjà, voilà, on construit des systèmes d'approvisionnement et c'est super. Mais voilà, si vous avez envie de prendre à bras le corps, ou en tout cas de participer un peu à continuer ce décortiquage de la question du prix, ça a l'air un peu rêche comme ça, comme sujet. Mais voilà, les échanges comme on a eu ce soir, en fait, c'est hyper précieux de pouvoir amener cette complexité dans la question du prix et puis voilà, se retrouver à juste dire c'est cher, c'est pas cher, quel est le juste prix, mais voilà, quel est voilà, d'apprendre, et c'est le travail qu'on a essayé de faire, comment voilà, on pose la question de prix pour rémunérer quoi, est-ce que c'est du capital de production, est-ce que c'est des systèmes qui vont être aidés, pas aidés, etc. etc. Merci beaucoup. Merci à toutes les quatre pour la richesse, la précision et l'émotion de tout ce que vous nous avez partagé. Donc, on a du temps pour des questions. Donc, les personnes qui sont dans le chat, vous pouvez lever la main pour poser vos questions si vous en avez envie. Puis comme ça, on pourra alterner entre une question ici et puis une question de l'ordi. Donc, qui veut commencer? Vas-y. Poser une question, depuis combien de temps la rémunération des agriculteurs est difficile, voire a toujours été le cas? Alors, Ça a été plus facile à un moment. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été ouais. ancienne. Donc Jean-Claude demande s'il y a déjà eu un moment dans les échanges où on a payé le juste prix à nos agriculteurs. Je pense que, alors, de mon point de vue, mais c'est parce que c'est des systèmes alimentaires qui sont l'industrialisation quelque part, la transformation des produits. Plus on transforme un produit, plus on y met d'intermédiaires. Quand il y a intermédiaire, il y a outils de transformation. Quand il y a outils de transformation, à un moment, on a des coopératives qui, du coup, prennent une place majeure.
je ne vais pas vous reparler de Lactalis, mais c'est un peu ça. C'est un producteur de lait qui vend son lait en direct, qui vend son yaourt parce qu'il arrive à le faire, et une coopérative laitière qui n'a plus que le nom de coopérative, qui prend tous les bénéfices, qui ne vend que des dividendes. Finalement, voilà, c'est la construction du prix dans le lait, par exemple, on l'a complètement perdu dans plein de produits. Enfin, moi, il y a des producteurs que j'appelle des esclaves, en fait, qui sont des esclaves modernes. Un agriculteur qui travaille la terre, va au marché, vend, c'est vrai, Oui. c'est pas si c'est encore uniquement de cette façon. Bah, Oui, souvent, ça n'a pas changé, ça. non, mais comme ça s'est beaucoup perdu. Si vous allez sur les marchés parisiens, avant de trouver un producteur, vous m'appelez. Parce que moi, je n'en connais pas beaucoup. Hein? Oui, il en reste encore, mais souvent, en fait, il y a des types qui se prévalent d'être producteurs, donc qui arrivent même à l'afficher derrière eux. Et quand vous voyez ce qu'ils ont à vendre, ça tombe sous le sens que ce ne sont pas des producteurs. Car ils vendent des oranges, des citrons, alors plus qu'à ma connaissance. Même avec le réchauffement climatique, on n'arrive toujours pas à faire des oranges et des citrons en France. Mais sincèrement, moi, je vois des types qui se prévalent du titre de producteur qui n'en sont pas. Bon, après, normalement, ils s'occupent d'être contrôlés, mais en tout cas, en Ile-de-France, ça existe dès que vous sortez de Paris et de la petite ceinture. Vous allez dans les Yvelines, il y a plein de producteurs qui vendent, plein. Mais souvent, ils ont besoin aussi, alors les maraîchers en particulier, ils vont être et sur les marchés. Certains ont des magasins de producteurs où ils arrivent à faire une co-vente, on va dire. Et puis, ils peuvent travailler avec le GAB de France, avec la coopérative de France, pour une partie de leurs produits, pour les magasins. Enfin, voilà, ils vont pas mettre tout leur jeu dans les produits. Et ceux-là s'en sortent mieux. Anne, je te passe la parole aussi après. Anne, Leslie, est-ce que vous voulez réagir sur cette question de savoir est-ce que les agriculteurs ont toujours été malmenés par rapport à leur prix? Est-ce qu'il y a des niches dans l'agriculture sur certaines productions? Qu'est-ce que vous pouvez avoir à dire de ça? Moi, je dirais sur l'aspect historique, oui, c'est sûr que ça va dans le sens à partir de quel moment ça a été industrialisé, parce qu'il y a un graphique très parlant dans l'étude, je ne sais pas si je l'ai, ouais, je l'avais imprimé, je ne sais pas si on voit quelque chose. Vous verrez dans les... Ouais, on voit un peu. En fait, c'est assez simple, ça montre que dans les années 70, il y avait un prix agricole. Et que entre les années 70 et les années 2000, ce prix agricole, le prix de la denrée agricole, il a été divisé par deux. En fait, c'est ce qu'on avait demandé aux agriculteurs, hein. On entend bien, en sortie de guerre, on a demandé de diminuer le coût de l'alimentation. Donc, les agriculteurs ont respecté leur part du boulot. Ils ont fait chuter, ils sont entrés dans un processus industriel. En fait, ils ont réussi à faire chuter leur coût de production. Et entre-temps, en fait, le prix qui est proposé aux consommateurs, c'est la courbe du haut. Lui, il a peu baissé. Il a très peu baissé. Donc, ce qui apparaît très nettement entre la différence entre ces deux courbes, c'est la captation de valeur, en fait, qui s'est mise en place au fur et à mesure dès les années 70, quoi, entre les acteurs de la distribution et les acteurs de la transformation. Donc, je ne sais pas si dans les années 70, on était plus à une situation enviable pour le producteur, mais en tout cas, toute l'industrialisation et comment ça s'est fait en France et pas que en France, c'est là que ça a commencé à vriller pour l'agriculteur, quoi. Donc moi, je suis un néo-rural, hein. Moi, j'étais donc dans un métier en ville avant, et c'est vrai que moi, je constate beaucoup de choses qui me semblent peser sur la situation de l'agriculteur en tant que tel. Alors, je sais pas depuis combien de temps, mais je pense que ça s'est mis en place il y a déjà quelques décennies, insidieusement en fait. Euh, je constate d'une part qu'il y a comme je vous disais tout à l'heure, une sphère de frais qui viennent se greffer sur le dos de l'agriculteur en permanence, à tous les coins.
qui sont énormes et qui font que bah, il y a sans cesse des charges supplémentaires, en fait, avec des gens qui se font du gras dessus dans la sphère autour des agriculteurs. Alors je rappelle qu'il y a un suicide tous les 2 jours d'agriculteurs. Donc c'est pas tellement une question de est-ce qu'il gagne bien ou pas sa vie. Un agriculteur, il pourra toujours manger du blé tous les jours. C'est ses produits, voilà. Donc il y en a plein qu'il n'a pas vendu. Donc voilà, je peux me nourrir je ne mange que mes tomates et mes courgettes du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Et après, c'est mes conserves que j'ai fait le soir en rentrant chez moi jusqu'à minuit. Donc c'est vrai qu'on arrive à survivre avec nos produits, mais on gagne pas d'argent. Et voilà, donc il y a ces suicides. Euh, et en fait, c'est aussi corrélé à une espèce de comment je peux expliquer ça? Toute cette sphère de gens autour des agriculteurs, que ce soit les maires, les vendeurs de produits, etc., je trouve qu'il y a un mépris de l'agriculteur qui a été accepté presque par l'agriculteur qui n'ose plus, enfin, il y a une espèce de euh, dégradation acceptée de ce métier qui fait qu'ils ont accepté de plus en plus de choses, de travailler comme des chiens, sans vacances, pas d'heure, pendant toute la société avait les RTT, les week-ends, des vacances, etc. L'agriculteur, lui, non, en fait, il a accepté d'être en dehors de cette sphère-là, de travailler tous les tout le temps, le soir, d'aller réparer de la cendrier ou autre. Enfin, donc en fait, finalement, c'est être corvéable pour pour le bien-être de tout le monde, produire la nourriture, contenter tout le monde, pas faire trop de bruit dans la campagne, arrêter dire aux coqs de plus chanter, faire attention que les poules ça sente pas trop mauvais. Enfin, en fait, on lui rentre dedans de partout. Il se sent il n'y a pas de, il y a pas de respect. Enfin, on sent que on a intégré le fait on peut ne pas être respecté, en fait. Et je pense que ça participe vraiment au mal-être et au fait qu'on se retrouve dans des situations où il y a une disproportion énorme entre le travail qui est fourni par ces gens-là et la très faible, voire nulle rémunération, en fait. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais enfin, ce que je voudrais, c'est ajouter tous ces phénomènes autour qui créent ce mal-être et qui font que vous avez un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mélanie et puis après, Jean-Marie, je te donne la parole. Oui, du coup, par rapport à la question, est-ce que le sujet du revenu des agriculteurs est nouveau et il est problématique aujourd'hui? Non, il est pas nouveau et en fait, il est même très ancien. On oublie souvent, mais un des objectifs de la politique agricole commune qu'on a mis en place après-guerre, c'était aussi que la paysannerie française rattrape le niveau de vie de l'ensemble des ménages français. C'était un des objectifs assignés à la politique agricole commune. Ça s'est aussi traduit par une hécatombe de la population paysanne. Mais il y a eu des politiques très interventionnistes de blocage des prix pour justement des producteurs et des garanties pour pouvoir rentrer dans la modernisation agricole, faire des investissements, etc., en ayant des garanties de revenus pour engager cette modernisation agricole. Quand on a racheté les surplus au niveau de l'Union européenne liés à la surproduction, parce que tout ce travail de modernisation avait extrêmement bien marché, c'était aussi pour garantir les prix des agriculteurs. Et aujourd'hui, oui, il y a des systèmes, il y a des gagnants de ce modèle volume en agriculture. Il y a des producteurs qui s'en sortent encore aujourd'hui économiquement. Moi, ce que je voulais redire sur cette question du revenu et pourquoi voilà, c'est particulièrement complexe et qu'il y a des grandes disparités entre filières et au sein des mêmes filières. Voilà, les situations que nous ont présentées Anne et Leslie, leur prix de vente représente leur revenu. Pour beaucoup d'autres producteurs, le revenu, ce n'est pas le prix de vente, en fait, c'est le prix de vente
plus aussi des aides agricoles. Et il y a eu des choix. Les choix qu'on a fait sur les politiques agricoles, c'est il y a certains aliments qui doivent être à bas coût pour la population et c'est la céréale, le lait, etc. Et on a axé là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, c'est tout un système à revoir. Et moi, je dirais que le mal-être, il se trouve aussi ici dans ces contradictions, etc. Mais encore une fois, le revenu agricole, c'est un sujet de préoccupation publique et de travers cette contradiction mais c'est une préoccupation des politiques publiques et les situations elles peuvent être aussi extrêmement variables. Oui, Anne a bien fait de rappeler qu'il y a entre la baisse des prix à la production et la baisse des prix à la consommation, il y a eu beaucoup de captation de la valeur. Mais voilà, toutes les fermes ne vont pas avoir les mêmes problématiques autour du revenu. Merci beaucoup. Jean-Marie, vas-y. Bah, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce qui vient juste d'être abordé là. Parce que, bon, je suis fils d'agriculteur, mon frère est toujours agriculteur, ma belle-sœur est maraîchère en Mayenne. En fait, le système agricole, il a été transformé par des agriculteurs eux-mêmes, par le biais beaucoup des coopératives, notamment, je prends le cas des céréales, des fruits et légumes et tout ça, effectivement. Au départ, c'était un système très vertueux au niveau de la répartition de la valeur entre les coopérateurs. Et puis, dans cette histoire-là, il y en a qui ont pris le pouvoir, qui sont devenus à la fois des coopérateurs, mais aussi des administrateurs du crédit agricole, qui sont aussi devenus des investisseurs au niveau de l'agroalimentaire. Il y a une collusion entre guillemets entre la partie collusion, entre la partie production et la partie transformation. Il n'y a pas eu de différenciation au niveau des politiques publiques entre tous ces gens-là. D'ailleurs, si on regarde le groupe Avril, on voit très bien qui est son représentant et son président, directeur général, quoi, où il se situe très clairement. Et dans le groupe Avril, je suis sûr qu'il y a des petits producteurs qui sont en train de crever tous les 2 jours et ils sont tués par leur, entre guillemets, pas, ils sont tués par leur père. Il faut le dire très clairement. C'est de l'assassinat, ni plus ni moins que d'agriculteurs par d'autres agriculteurs, enfin, d'agriculteurs par d'autres agriculteurs. Enfin, ces gens-là n'ont plus rien. Ce ne sont plus des agriculteurs et ils sont plus des représentants de la paysannerie depuis bien longtemps. Hein, effectivement, la seule façon d'inverser le pouvoir dans cette histoire-là, c'est qu'effectivement, les consommateurs, ils arrivent à... Et les consommateurs ne méprisent pas les agriculteurs, les paysans, ça c'est faux. C'est ce que la FNSEA met dans la tête de tout le monde au travers de l'agribashing. Et ça, moi, je m'engueule souvent avec mon frère là-dessus quand il me dit oui, mais un jour, nous, on ne va pas crever, mais vous, vous allez crever un jour. Il faut arrêter de mettre les gens les uns contre les autres. C'est juste pas possible. Ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie. Les uns et les autres, il y a plein de gens qui souffrent des deux côtés. Il faut peut-être aller voir dans les deux milieux, voir ce qui se passe de part et d'autre. C'est pas forcément évident. Effectivement, ce qui se pose, c'est la question effectivement pour les agriculteurs de la capitalisation, c'est effectivement la question de l'équivalence des droits sociaux avec le milieu classique entre guillemets de la production, que ce soit les ouvriers, etc. Même, on peut parler aussi des ouvriers de l'agroalimentaire, etc., qui sont aussi traités comme des chiens au même titre que les paysans, les petits paysans, c'est exactement le même problème qui se pose pour eux, quoi. Hein, ces gens-là vont mourir 2 ans après la fin de leur retraite par épuisement. Il y a plein d'endroits où ça se voit. Moi, dans les années 80, quand il y avait des agriculteurs qui partaient à la retraite, à la campagne, des voisins, 2 ans après, ils étaient morts, quoi. Je veux dire, ils étaient morts d'épuisement, morts de décompensation au niveau du travail, etc. Comme dans l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, ça se passe de la même façon, quoi. Voilà. Effectivement, moi, ce que je pense, c'est aujourd'hui, effectivement, à l'heure actuelle, c'est un peu peut-être pour essayer de prendre de la hauteur au niveau du débat. C'est à l'heure actuelle, il y a les élections aux chambres d'agriculture qui vont se passer au mois de janvier. Il y a ce projet de loi sur l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation
au niveau national qui vient d'être déposé à l'Assemblée nationale, qui va faire l'objet de réflexions, de débats, etc. Il faut que toutes les expérimentations, elles prennent leur part là-dedans. Peut-être qu'elles participent aussi en étant très volontaristes, en allant dans les chambres d'agriculture au mois de janvier, en disant, nous, on va être représentés aussi au niveau des collèges, des citoyens et des mangeurs aux côtés des paysans, pas simplement une association liée à l'environnement qui représente rien du tout. Voilà, c'est symbolique au niveau des pouvoirs publics. Voilà. Bon, je tiens peut-être à un discours très politique, mais je pense que les enjeux, ils se situent au niveau des rapports de force et au-delà des expérimentations qu'on essaie tous de mener les uns et les autres sur nos bassins de vie et tout ça, euh, au niveau national. En Belgique, ça commence à se mettre en place. En Allemagne, on voit qu'il y a plein d'endroits. La problématique, elle n'est pas simplement française, j'allais dire, elle est universelle aujourd'hui. En Inde, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose, quoi. Ça provoque des déstabilisations de la société. Voilà. Donc, je pense que au-delà de comment est-ce construit cette expérimentation au niveau local dans les villes, sur nos arrondissements, etc., c'est qu'il faut qu'à la fois qu'on expérimente, mais aussi qu'on soit nous présents au niveau des comités de citoyens ou des forces qui appuient les paysans, comme les Amis de la Conf ou des choses comme ça, à leur côté, à la fois dans les manifestations, mais aussi quand il y a des manifestations devant les chambres d'agriculture, en disant, nous, les citoyens, on n'est pas là, on est à la fois des mangeurs, mais on est tous, entre guillemets, des fils et des enfants de paysans, soit maintenant ou il y a 2 générations. Et on veut aussi être entendu sur quoi on mange, comment on veut contractualiser, entre guillemets, euh, avec les paysans au niveau local ou à 100 km autour de nos lieux de vie pour que tout le monde s'y retrouve au final. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit, à la limite, j'ai envie de dire, d'être volontariste, que tous au mois de janvier, dans toutes les caisses, on monte au niveau des chambres d'agriculture et qu'on dise à nos députés, on sera présent sur ce rapport de force au niveau des chambres d'agriculture pour les élections, parce qu'il n'y a que là où il va y avoir un poids par rapport à l'évolution des politiques publiques, par rapport à l'alimentation, etc. Enfin, bref, c'est un discours politique que je tiens là. Bref, je vais arrêter là maintenant. C'est ce que je voulais dire. Merci Jean-Marie. Est-ce que quelqu'un veut réagir pour une dernière réaction? Euh, et ça peut être aussi vous, hein, Mélanie, Anne, et Dominique. Ouais. Pour vous dire juste sur ce qui vient d'être dit, et il y en a une qui est d'ouvrir les instances agricoles à la société, de casser un peu cette cogestion historique et de dire qu'il n'y a pas que le monde agricole qui a la réponse sur l'avenir de notre système agricole et alimentaire. Et notamment, on propose un collège citoyen et un collège collectivité locale aux chambres d'agriculture et pour les élections de chambres d'agriculture. Ce serait une sacrée révolution, ça ne se fera pas au mois de janvier, mais ça fait partie des choses qu'on va porter dans le cadre de ces élections. Et du coup, merci pour l'intervention. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce qui a été Alors, je ne dirais pas collectivité, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Chambres d'agri, collectivité, on les retrouve dès qu'on parle de chambres d'agriculture. On retrouve des politiques de collectivités qui sont directement liées. Par contre, restauration collective, oui. Donc, collectivité et restauration, via la restauration collective, puisque nous, on est devenus aujourd'hui, c'est la loi Egalim, hein. On parlait de la loi Egalim 2, on en est à la 4e. On n'a toujours pas réglé le problème de la rémunération des producteurs. La loi Egalim 1, c'était celle qui nous a tenu soutien à la restauration collective publique, parce que le privé vient seulement d'y être contraint, qui nous demande d'atteindre dans la restauration collective, notamment scolaire, 20% de bio, 50% d'alimentation durable. C'est vrai qu'Egalim a mis tout et n'importe quoi dans le durable. Voilà, le plan d'alimentation de la ville de Paris, lui, est notre texte à nous pour la restauration collective de
Paris, est beaucoup plus restreint. On a limité au maximum les labels reconnus, le bio, le label rouge, la pêche durable, et le commerce équitable, nord-nord ou nord-sud, et du local. Mais oui, c'est bien. La restauration collective dans les chambres d'agriculture, ça pourrait être pas mal, puisqu'on est directement, et la chambre d'agriculture en Ile-de-France nous interpelle régulièrement sur pourquoi on ne fait pas plus pour le local. Je vais noter et c'est partie des choses. Aujourd'hui, on ignore, mais il y a beaucoup de collèges. Il y a un collège de producteurs, il y a un collège de producteurs retraités, il y a un collège de producteurs aussi, il y a un collège des banques et de la mutualité sociale et agricole, etc., etc. Du coup, voilà, c'est finalement qui prend ces orientations pour notre alimentation de demain et quel on peut avoir. Merci. Leslie, on t'écoute. Oui, pardon. En fait, je voulais juste faire une petite précision suite à l'intervention de Monsieur Coutard. Moi, je parlais pas du tout d'agribashing. Je parlais du mépris de la sphère directe de relations entre prestataires, chambres d'agriculture, etc. Je parlais pas du tout de la relation avec le consommateur. Le consommateur, je pense pas qu'il y ait d'agribashing. C'est juste effectivement qu'il a souvent ce mot, comme on l'a fait dans l'introduction, c'est trop cher ou c'est très cher. En dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et au contraire, dès qu'on fait un petit peu des efforts pour aller vers eux, bah, ça se passe super bien. Surtout quand on leur montre tout ce qu'on fait pour la biodiversité, pour tout ce qu'il y a autour. Non, non, vraiment, moi, je parlais du mépris des acteurs de l'agriculture autour de l'agriculteur. Voilà. Chambres d'agriculture, les premiers. Vendeurs voilà, de tracteurs, de machines, etc. Tous ces gens-là, vraiment, bah, voilà, ont une attitude qui est plus tolérable et les agriculteurs ont accepté. Il n'y a plus de réaction, en fait, je pense, parce que trop de fatigue, trop de frustration de tout ça, il y a des choses qui passent aujourd'hui qui, moi, de mon point de vue néo-rural, sont inacceptables en termes de facturation, de choses comme ça, qui tombent sur le dos de l'agriculteur. Et c'est là que je dis qu'il y a un mépris qui est, qui est pas tolérable, en fait, et qui existe vraiment à plein de niveaux différents. Voilà. C'est ça que je disais, je parlais pas d'agribashing et pas du consommateur. Ok. Merci beaucoup, Leslie. Merci pour cette précision et puis ces détails. C'est important de comprendre comment est structuré ce système alimentaire et tous ces acteurs qui gravitent autour des agriculteurs mal payés, alors qu'on voit que eh bien, c'est toujours une part qui augmente. Donc évidemment que ce que tu nous dis, Leslie, fait vraiment écho. D'ailleurs, oui, voilà. Donc, on doit, nous, rendre la salle pour libérer le gardien de la mairie du 20e. Mais je voulais vraiment vous remercier pour tout ce qui a été partagé. Enfin, voilà, bon, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que c'est pareil pour tout le monde. J'ai vraiment entendu l'urgence